Lors de notre réunion de famille, ma fille de 7 ans riait innocemment avec ses cousins quand ma mère s'est soudainement précipitée vers elle et l'a giflée si violemment au visage qu'elle lui a cassé une dent de devant, en criant « Quelle espèce d'enfant répugnant es-tu? Tu es si horriblement bruyante. Je suppose qu'on s'attend à ce que tu sois odieuse comme ta mère, une sangsue inutile. » Ma sœur a ricané avec sadisme, seulement sa dent, a dit Camille, assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle a de la chance que je ne lui ai pas cassé la mâchoire entière à la place. Peut-être que ça lui apprendrait le respect. Tout le monde dans la pièce a commencé à glousser et à applaudir la violence. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai simplement souri doucement, j'ai pris ma fille avec douceur et j'ai tout documenté en silence tout en appelant la police. En quelques heures, j'avais détruit leur vie entière. Je m'appelle Trina, et ce qui s'est passé lors de la fête du travail de ma famille me hantera à jamais. Non pas à cause de ce qu'ils ont fait à ma fille, Ruby, mais à cause de ce que j'ai découvert que j'étais capable de faire quand on me poussait à bout. Laissez-moi commencer depuis le début. Ma relation avec ma famille a toujours été compliquée. Ma mère, Gertrude, est une narcissique contrôlante qui ne manquait jamais une occasion de critiquer mes choix de vie. Elle détestait que j'ai divorcé de mon ex-mari violent, Bren, il y a 3 ans et que j'ai reconstruit ma vie en tant que mère célibataire. Elle détestait particulièrement que je sois retournée à l'école pour devenir assistante juridique et que je sois enfin financièrement indépendante. Ma sœur, Camille, a toujours été l'enfant chéri, mariée à un comptable prospère nommé Vincent, vivant dans une grande maison de banlieue avec 2 enfants qu'elle prétend être des anges au comportement parfait. Elle s'est donnée pour mission de prouver que je suis un échec en tant que mère, faisant constamment des remarques désobligeantes sur l'énergie et la personnalité de Ruby. Le reste de ma famille élargie, ma tante Margaret, mon oncle Bob et divers cousins, a toujours suivi l'exemple de Gertrude. Si elle décidait que quelqu'un méritait d'être critiqué, ils se jetteraient tous dessus comme des vautours. J'ai enduré des années de leurs commentaires passifs-agressifs et d'insultes directes, mais j'ai continué à me présenter aux événements familiaux parce que je voulais que Ruby ait une relation avec sa famille élargie. C'était ma première erreur. La fête du travail avait lieu chez Gertrude comme d'habitude. Elle avait passé des semaines à planifier ce barbecue élaboré, invitant tout le monde à admirer sa pelouse parfaitement entretenue et sa cuisine récemment rénovée. J'ai failli ne pas y aller. Ruby était excitée à l'idée d'aller au musée des sciences à la place, mais Gertrude m'avait spécifiquement demandé d'apporter ma fameuse salade de pommes de terre, et je ne voulais pas avoir à gérer la culpabilité qui suivrait si je refusais. Quand nous sommes arrivés, tout semblait assez normal. Ruby est partie jouer avec ses cousins, Jake et Sophie, dans le jardin pendant que j'aidais à installer les tables et les chaises. Les adultes se sont réunis sur la terrasse, les boissons coulant à flot comme toujours lors de ces événements. J'aurais dû faire plus attention à la quantité de vin que Gertrude consommait, mais j'étais occupé à essayer de maintenir la paix et à faire la conversation avec des parents que je ne voyais que quelques fois par an. Ruby passait un moment merveilleux. À 7 ans, elle est naturellement exubérante et rigolote, surtout quand elle est entourée d'autres enfants. Elle attendait cette réunion avec impatience depuis des semaines, me demandant tous les jours s'il était temps de voir ses cousins. La regarder jouer me rappelait pourquoi je continuais à me soumettre à ces événements familiaux malgré l'inconfort qu'ils me causaient. Les enfants jouaient à un jeu de tag élaboré qui impliquait beaucoup de courses, de cris et de rires. Le rire de Ruby a toujours été contagieux. C'est ce son pur et joyeux qui fait sourire tous ceux qui l'entourent. Elle poursuivait Jake autour de la piscine, tous deux se dissolvant en rire chaque fois que l'un d'eux trébuchait ou faisait une grimace. À 7 ans, elle avait récemment perdu ses dents de lait de devant, et ses nouvelles dents permanentes venaient juste de pousser au cours des derniers mois, lui donnant ce sourire légèrement espacé qui la rendait si adorablement grande. C'est là que tout a mal tourné. J'étais à l'intérieur de la cuisine, aidant ma cousine Lisa à disposer du fromage et des craquelins sur un plateau, quand j'ai entendu le rire de Ruby devenir particulièrement fort. À travers la fenêtre, je pouvais la voir plier en deux en riant alors que Jake lui faisait une grimace ridicule. C'était un moment si innocent, si beau, exactement à quoi devrait ressembler l'enfance. Puis Gertrude est apparue dans l'embrasure de la porte, le visage tordu par une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait clairement trop bu de vin, mais c'était quelque chose de plus sombre que de l'intoxication. Elle avait l'air vraiment enragée, comme si le bonheur de Ruby était un affront personnel. Cet enfant est hors de contrôle, a-t-elle sifflé, assez fort pour que tout le monde dans la cuisine l'entende. Trina doit apprendre à la discipliner correctement. J'ai commencé à me diriger vers la porte, un instinct me disant que je devais me mettre entre Gertrude et Ruby, mais je n'ai pas été assez rapide.
Gertrude traversait déjà la terrasse à grandes enjambées déterminées et furieuses. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé au ralenti, mais c'est aussi produit si vite que je n'ai pas pu réagir à temps. Gertrude a atteint Ruby juste au moment où ma fille a levé les yeux avec ce beau sourire confiant qu'elle adressait toujours à sa grand-mère. Sans avertissement, sans aucune préparation, Gertrude a ramené sa main en arrière et a giflé Ruby au visage avec une telle force que le son a résonné dans tout le jardin. Le claquement de la paume contre la joue était si fort qu'il a fait halter plusieurs personnes. Le petit corps de Ruby a même tourné à cause de l'impact. Et j'ai regardé avec horreur alors qu'elle reculait en titubant, sa main volant à sa bouche. Quand elle a retiré ses doigts, ils étaient couverts de sang, et j'ai pu voir immédiatement que sa dent de devant, l'une de ses dents permanentes qui venait de pousser, était cassée, le bord irrégulier brillant en blanc contre le rouge. Sa joue gauche commençait déjà à gonfler. Et je pouvais voir l'empreinte de main claire formant une marque rouge de colère sur son visage. « Quelle espèce d'enfant répugnant es-tu » a crié Gertrude, sa voix pâteuse mais pleine de venin. « Tu es si horriblement bruyante. Je suppose qu'on s'attend à ce que tu sois odieuse comme ta mère, une sangsue inutile. » Ruby est restée là, sous le choc, le sang coulant sur son menton, les yeux grands ouverts de confusion et de douleur. Elle ne pleurait même pas encore. Elle était trop stupéfaite pour comprendre ce qui venait de se passer. Ma belle et innocente petite fille venait d'être brutalement agressée par quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un qu'elle appelait grand-maman. C'est alors que Camille a commencé à rire. Pas juste un rire étouffé ou un rire nerveux, un rire sadique complet qui a glacé mon sang. Elle se tenait près de la piscine, un verre de vin à la main, regardant ma fille blessée comme si elle regardait son émission de comédie préférée. Seulement sa dent, a dit Camille, assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle a de la chance que je ne lui ai pas cassé la mâchoire entière à la place. Peut-être que ça lui apprendrait le respect. Et puis, Dieu m'aide, c'est la partie qui me rend encore physiquement malade. Tout le monde a commencé à rire. Ma tante Margaret, qui avait toujours semblé une femme si douce, a commencé à applaudir lentement. Mon oncle Bob a levé sa bouteille de bière en une sorte de toast. Mes cousins Lisa et Mike ont commencé à faire des blagues sur le fait que Ruby l'avait bien cherché et que je ne pouvais clairement pas contrôler mon propre enfant. Ils applaudissaient la violence. Ils célébraient la douleur de ma fille. Ruby a finalement commencé à pleurer alors, des sanglots déchirants qui m'ont transpercé comme des blessures physiques. Elle regardait tous ces adultes, des gens en qui elle avait confiance, des gens qu'elle pensait l'aimer, et les voyait rire de sa souffrance. La trahison dans ses yeux était dévastatrice. Chaque instinct maternel que je possédais hurlait de traverser la terrasse et de commencer à donner des coups de poing. Je voulais attraper Gertrude par les cheveux et lui montrer exactement ce que ça faisait d'être attaqué par quelqu'un de plus grand et de plus fort. Je voulais pousser Camille dans la piscine et lui maintenir la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'elle comprenne ce qu'est la vraie peur. Mais alors, quelque chose d'autre a pris le dessus. Une partie plus profonde et plus froide de mon cerveau dont je ne connaissais même pas l'existence. Au lieu d'exploser de rage, j'ai ressenti ce calme étrange s'installer en moi. Ma vision semblait s'aiguiser, et soudain, je pensais avec une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai souri. Pas un sourire sincère. Je ne pense pas avoir été capable d'émotions sincères à ce moment-là, mais une expression douce et sereine qui a apparemment convaincu tout le monde que j'étais soit sous le choc, soit aussi tordu qu'eux. J'ai traversé calmement la terrasse, mon téléphone déjà à la main, et j'ai doucement pris le bras de Ruby. « Viens, ma chérie », ai-je dit doucement, ma voix stable malgré la rage qui brûlait dans ma poitrine. « Allons te nettoyer. » Alors que je conduisais Ruby vers la maison, j'ai discrètement démarré l'enregistrement vidéo sur mon téléphone, en le maintenant bas et incliné pour capturer la scène en cours. L'audio était parfaitement clair. Gertrude continuait à délirer sur les enfants ingrats et les mères permissives, tandis que Camille continuait à faire des commentaires sur le fait que Ruby méritait pire. J'ai réussi à enregistrer environ 3 minutes de leurs insultes verbales continues et des réponses encourageantes des autres membres de la famille avant que nous n'atteignions la salle de bain. Dans la salle de bain, j'ai soigneusement nettoyé la bouche de Ruby pendant qu'elle sanglotait contre mon épaule. La dent cassée était grave, irrégulière et clairement endommagée en profondeur dans la racine. Toute sa joue gauche était gonflée et décolorée avec des empreintes digitales claires visibles et des ecchymoses. Elle allait avoir besoin de soins dentaires immédiats, peut-être d'une intervention chirurgicale. Mais plus que la blessure physique, je pouvais voir les dommages émotionnels dans ses yeux, la confusion, la trahison, la compréhension soudaine que l'adulte en qui elle avait confiance pouvait la blesser sans raison. « Maman » a-t-elle chuchoté à travers ses larmes.
Pourquoi grand-maman m'a-t-elle frappé? Je n'étais pas méchante, n'est-ce pas? Cette question a brisé quelque chose en moi. Ma fille de 7 ans, saignant et souffrant, demandait si elle avait en quelque sorte mérité d'être agressée. L'innocence pure de cette question, combinée à la méchanceté de ce qui venait de se passer, a cristallisé quelque chose dans mon esprit. Ils avaient franchi une ligne qui ne pourrait jamais être effacée, et ils allaient en payer le prix. Pendant que Ruby était assise sur le comptoir de la salle de bain, pleurant encore doucement, j'ai appelé le 911. J'ai parlé calmement mais clairement, signalant une agression sur un mineur. Je leur ai donné l'adresse de Gertrude et j'ai expliqué que ma fille avait été physiquement agressée par sa grand-mère devant plusieurs témoins, ce qui avait entraîné des blessures nécessitant des soins médicaux. Puis j'ai appelé mon amie Rachel, qui travaille comme infirmière à l'hôpital pour enfants. J'ai expliqué ce qui s'était passé et je lui ai demandé de nous rejoindre aux urgences. Je voulais que Ruby soit examinée par quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un qui documenterait correctement ses blessures et comprendrait toute l'étendue de ce à quoi nous étions confrontés. Après cela, j'ai fait un dernier appel à mon patron au cabinet d'avocat où je travaille comme assistante juridique. J'y travaille depuis 2 ans, et mon avocat superviseur, Michael Harrison, est devenu une sorte de mentor pour moi. Il a traité plusieurs affaires de droit de la famille très médiatisées, et je savais qu'il comprendrait les implications juridiques de ce qui venait de se passer. Michael, ai-je dit quand il a répondu, j'ai besoin d'une faveur. Quelqu'un vient d'agresser ma fille lors d'une réunion de famille, et j'ai besoin de savoir exactement quelles sont mes options. Jésus, Trina, a-t-il dit immédiatement. Êtes-vous toutes les deux en sécurité? Voulez-vous que j'appelle la police? C'est déjà fait, mais je vais avoir besoin d'une représentation juridique, et je veux m'assurer de gérer cela correctement dès le début. Absolument. Documentez tout. Prenez des photos de ces blessures. Obtenez des dossiers médicaux. Je vous rejoindrai à l'hôpital. Quand j'ai raccroché, Ruby me regardait avec ses grands yeux confiants. Est-ce qu'on rentre à la maison maintenant, maman? Nous allons d'abord à l'hôpital, ma chérie. Nous devons nous assurer que ta dent va bien. Mais oui, ensuite nous rentrons à la maison, et nous ne reviendrons plus jamais ici. J'ai rassemblé nos affaires dans le salon où la fête battait encore son plein. Gertrude tenait court sur la terrasse, racontant apparemment à tout le monde comment elle avait finalement remis cette gamine à sa place. Camille ajoutait ses propres commentaires sur les enfants qui ne connaissent pas leur place et les mères qui doivent apprendre la discipline. Personne ne semblait remarquer ou se soucier de notre départ. Alors que j'attachais Ruby dans son siège auto, elle a demandé doucement, « Maman, tu es en colère contre moi. » « Oh, ma chérie, ai-je dit, me tournant pour la regarder complètement. Je ne suis pas en colère contre toi, même pas un peu. Tu n'as absolument rien fait de mal. Grand-maman a fait un très mauvais choix, et maintenant elle va devoir en assumer les conséquences. Mais toi, ma belle-fille, tu es parfaite exactement comme tu es. » Le trajet jusqu'à l'hôpital était surréaliste. Ruby s'est endormie sur la banquette arrière pendant que je digérais ce qui venait de se passer. En l'espace de 30 minutes, toute ma relation avec ma famille avait été anéantie. Mais plus que cela, j'ai découvert quelque chose sur moi-même qui était à la fois terrifiant et responsabilisant. J'en avais fini d'être la victime, d'accepter les abus parce qu'ils étaient de ma famille, d'enseigner à ma fille qu'elle devait tolérer d'être maltraitée par des personnes qui prétendaient l'aimer. La visite aux urgences a confirmé ce que je soupçonnais déjà. La dent de Ruby était gravement endommagée et nécessiterait des travaux dentaires importants. Le médecin a pris des photos détaillées de ses blessures, la dent cassée, le gonflement du visage et les ecchymoses claires de l'empreinte de main sur sa joue gauche. Lorsque le policier est arrivé pour prendre notre déposition, Ruby a pu expliquer clairement ce qui s'était passé, bien qu'elle ait parlé doucement et ait continué à toucher son visage gonflé. Michael est arrivé juste au moment où nous en avions terminé avec le policier. Il a jeté un coup d'œil au visage gonflé et à la dent cassée de Ruby, et j'ai pu voir le masque professionnel glisser un instant. Trina, a-t-il dit doucement, c'est grave. Très grave. Frapper un enfant assez fort pour casser une dent, ce n'est pas seulement une agression, c'est une agression aggravée sur un mineur. Et avec plusieurs témoins qui non seulement n'ont pas réussi à intervenir, mais l'ont activement encouragé, cela va avoir de graves conséquences. C'est alors que je lui ai parlé de la vidéo. J'avais réussi à capturer 3 minutes d'audio et de vidéo partielles, y compris les délires continus de Gertrude sur le fait que Ruby était dégoûtante et odieuse, les commentaires de Camille sur le fait de lui casser la mâchoire, et les rires et les applaudissements de plusieurs membres de la famille. Les preuves étaient accablantes et indéniables.
C'est en fait parfait, a déclaré Michael après avoir visionné les images. Non seulement nous avons des preuves claires de l'agression, mais nous avons la preuve que cela faisait partie d'un schéma d'abus et que plusieurs adultes étaient complices. Trina, avec des preuves comme celle-ci, nous pouvons intenter des accusations criminelles et une action civile. Au cours des quelques heures suivantes, pendant que Ruby dormait d'un sommeil agité dans son lit d'hôpital, Michael et moi avons élaboré notre stratégie. Les accusations criminelles étaient simples, agression sur un mineur avec blessure, accusation possible de mise en danger d'enfants pour les autres adultes qui n'ont pas réussi à intervenir. Mais les implications civiles étaient là où les choses devenaient vraiment intéressantes. Gertrude possédait sa maison en pleine propriété, la même maison où l'agression avait eu lieu. Elle avait des économies et des investissements importants. Camille et Vincent avaient également des actifs considérables, notamment leur maison de banlieue et le cabinet comptable de Vincent. L'oncle Bob possédait une petite entreprise de construction qui employait plusieurs personnes. Ce qui est beau avec le tribunal civil, a expliqué Michael, c'est que le fardeau de la preuve est beaucoup plus faible qu'au tribunal pénal. Avec cette preuve vidéo, nous pouvons démontrer non seulement l'agression, mais un schéma de violence émotionnelle et d'infliction délibérée de détresse émotionnelle. Nous parlons potentiellement de centaines de milliers de dollars de dommages-intérêts. Mais je voulais plus que de l'argent. Je voulais qu'ils comprennent ce que ça faisait de voir leur monde entier bouleversé sans avertissement. Le lendemain matin, pendant que Ruby était à son rendez-vous dentaire d'urgence pour se faire poser une couronne temporaire, j'ai commencé à passer des appels. Le premier était au service de protection de l'enfance. J'ai déposé une plainte formelle contre Gertrude pour maltraitance d'enfants, en leur fournissant des copies de tous les dossiers médicaux et de la preuve vidéo. J'ai également dénoncé Camille pour ne pas être intervenue et pour avoir réellement encouragé la violence contre un enfant. Les services de protection de l'enfance prennent ce genre de signalement au sérieux, surtout lorsqu'il existe des preuves claires et une documentation médicale. Ils ont ouvert une enquête et ont programmé des entrevues préliminaires pour la semaine suivante avec des visites à domicile à effectuer dans les 30 jours, comme l'exige la loi de l'État. Puisque Camille avait ses propres enfants, Jake et Sophie, qui avaient été témoins de l'agression, les services de protection de l'enfance devaient évaluer s'ils étaient en sécurité sous ses soins. Mon deuxième appel a été à la compagnie d'assurance habitation de Gertrude. J'ai déposé une réclamation pour l'agression qui s'était produite sur sa propriété, expliquant que je demanderais des dommages-intérêts pour les frais médicaux, la douleur et la souffrance, et le traumatisme émotionnel. Les compagnies d'assurance détestent les réclamations en responsabilité civile, surtout celles impliquant de la violence contre des enfants. Je savais que cela déclencherait une enquête et pourrait entraîner l'annulation de sa police. Ensuite, j'ai appelé l'employeur de Vincent. Il travaillait pour une grande entreprise de comptabilité qui s'enorgueillissait de son image favorable à la famille et de son implication dans la communauté. J'ai parlé à leur service des ressources humaines et j'ai expliqué que l'un de leurs comptables principaux était marié à quelqu'un qui avait encouragé la violence contre un enfant et avait ri en regardant une fillette de 7 ans être brutalement agressée. Nous vous remercions d'avoir porté cela à notre attention, m'a dit le représentant des ressources humaines. Nous devrons examiner cette question en interne pour déterminer s'il existe des préoccupations éthiques qui affectent l'emploi de M. Johnson dans notre entreprise. Ensuite, j'ai contacté le journal local. Le journaliste à qui j'ai parlé s'est immédiatement intéressé à l'histoire, la maltraitance d'un enfant lors d'une réunion de famille avec une preuve vidéo et de multiples témoins qui non seulement n'ont pas réussi à aider, mais ont activement participé. C'était exactement le genre d'histoire qui générerait une indignation importante dans la communauté. Mais je n'avais pas encore terminé. J'avais fait mes recherches sur les médias sociaux au fil des ans, apprenant comment l'information se propage et comment l'opinion publique peut être façonnée. J'ai créé un message soigneusement formulé sur ce qui s'était passé, y compris les photos de l'hôpital de Ruby montrant sa dent cassée et les ecchymoses sur son visage. Avec sa permission, elle était étonnamment mature quant au fait de vouloir que les gens sachent ce qui lui était arrivé. Je l'ai posté sur plusieurs groupes Facebook locaux, des forums de parents et des pages de la communauté. La réponse a été immédiate et accablante. Dès le premier jour, le message avait été partagé des centaines de fois. À la fin de la semaine, il avait atteint des milliers de personnes dans notre communauté. Les gens étaient indignés, exigeant de connaître les noms des membres de la famille impliqués et réclamant qu'ils subissent de graves conséquences. Des blogueurs locaux spécialisés dans la parentalité ont repris l'histoire, et en 2 semaines, elle s'était rendue aux organes de presse régionaux. Le téléphone de Gertrude a commencé à sonner constamment, des journalistes, des membres de la communauté en colère, des gens qui l'ont reconnue sur les photos que Ruby avait autorisé à partager. Son image soigneusement entretenue de piliers de la communauté s'effondrait en temps réel.
Camille s'en est encore plus mal sortie. Quelqu'un l'a identifié à partir de photos de médias sociaux et a commencé à publier ses informations en ligne. Son employeur, une prestigieuse entreprise de branding, a commencé à recevoir des appels exigeant son licenciement. Les parents de l'école de Jake et Sophie ont commencé à s'organiser pour les faire retirer de diverses activités jusqu'à ce que la famille aborde ce qui s'était passé. Les accusations criminelles ont été portées environ 3 semaines après l'agression. Gertrude a été arrêtée à son domicile, accusée d'agression aggravée sur un mineur et de mise en danger d'enfant. Les médias locaux ont largement couvert son arrestation, la montrant menottée sous les yeux des voisins depuis leur cour. Camille a été accusée de complicité après le fait et de contribution à la délinquance d'un mineur. L'oncle Bob, la tante Margaret et mes cousins ont tous reçu des citations à comparaître pour non-déclaration de maltraitance d'enfants, ce qui était exigé par la loi dans notre État lorsqu'elle était témoignée par des adultes. La poursuite civile a également progressé rapidement. Michael a demandé des injonctions d'urgence interdisant à quiconque de les contacter Ruby ou moi, et nous avons entamé le processus de recherche de dommages-intérêts pour les frais médicaux, le traumatisme émotionnel et les dommages punitifs pour la nature délibérée de l'agression. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est la façon dont la communauté se retournerait contre une fois que l'histoire complète serait dévoilée au cours des semaines suivantes. Les images vidéo avaient été soumises comme preuve dans l'affaire criminelle, et bien que les procédures judiciaires soient en cours, suffisamment de détails avaient émergé grâce aux rapports de police et aux dépositions de témoins pour que les médias locaux soient en mesure de reconstituer ce qui s'était passé. Un groupe local de défense des droits des enfants a pris connaissance de l'affaire par le biais des documents judiciaires et a commencé à suivre de près les procédures. Bien qu'ils ne puissent pas accéder à la preuve vidéo réelle pendant l'affaire criminelle active, les rapports de police et la documentation médicale racontaient une histoire suffisamment claire pour générer une indignation importante dans la communauté. Regarder ces images était dévastateur, même pour des étrangers. On pouvait voir la violence non provoquée de Gertrude, entendre ses paroles cruelles et être témoin de la participation joyeuse des autres adultes à la traumatisation d'un enfant. La réponse de la communauté a été rapide et impitoyable. Gertrude était un pilier de la société locale depuis des décennies. Elle avait siégé au conseil de l'église, organisé des collectes de fonds caritatives et était connue pour son jardin parfaitement entretenu et ses décorations de vacances élaborées. Elle avait cultivé l'image d'une grand-mère dévouée et d'un pilier de la communauté. Cette image s'est effondrée du jour au lendemain. Le premier signe que son monde s'effondrait est survenu lorsque le père Sullivan de Saint-Catherines l'a appelé pour l'informer que le conseil de l'église avait voté à l'unanimité pour demander sa démission. Plusieurs paroissiens avaient menacé de cesser d'assister aux offices si elle restait à la direction. La pièce de Noël annuelle pour enfants qu'elle a dirigée pendant 15 ans a été réaffectée à quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons tout simplement pas avoir quelqu'un impliqué dans la maltraitance d'enfants représentant notre église, a déclaré le père Sullivan au journal local lorsqu'on lui a demandé de commenter. Cela va à l'encontre de tout ce que nous croyons sur la protection des innocents. Son club de jardinage l'a expulsé par le biais d'une lettre rédigée en termes brefs qui citait une conduite indigne des valeurs de notre organisation. La société historique où elle avait fait du bénévolat en tant que guide touristique a envoyé un avis similaire. Même la bibliothèque où elle lisait des histoires aux enfants pendant les programmes de lecture d'été l'a discrètement retirée de sa liste de bénévoles. Mais les conséquences professionnelles s'étendaient également aux autres, et c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Je m'étais assuré de faire des recherches sur les relations professionnelles de chaque membre de la famille avant de lancer ma campagne. L'entreprise de construction de l'oncle Bob, reliable Bob S Contracting, s'était forgé une réputation de confiance et de convivialité familiale. Leur logo présentait littéralement un père et son fils de dessins animés construisant ensemble une cabane dans un arbre. L'ironie n'a échappé à personne. En l'espace d'un mois après l'agression, 3 clients importants avaient annulé des projets en cours. Les résiliations sont survenues progressivement, au fur et à mesure que la nouvelle s'est répandue dans la communauté des affaires très unies. Le conseil scolaire de Riverside Elementary a voté pour mettre fin à son contrat pour l'installation du nouvel équipement de terrain de jeu, invoquant des préoccupations concernant l'alignement des valeurs de l'entreprise sur la sécurité des enfants. 2 semaines plus tard, une association locale de propriétaires a retiré son contrat pour les améliorations de quartier. Et le mois suivant, le comté a décidé de ne pas renouveler leur soumission pour les travaux d'entretien des routes. Nous ne pouvons pas en toute conscience continuer à travailler avec une entreprise dont le propriétaire a participé à la célébration de la violence contre un enfant, a expliqué Janet Collins, la présidente du conseil scolaire, lors d'une réunion télévisée. La sécurité et le bien-être de nos enfants doivent passer en premier. Bob a essayé de se distancer de l'incident,
affirmant qu'il était ivre et qu'il n'avait pas vraiment compris ce qui se passait. Mais la vidéo le montrait clairement en train de lever sa bouteille de bière dans ce qui semblait être un toast après que Ruby ait été frappé. Les stations de nouvelles locales ont diffusé ce clip à plusieurs reprises, et il est devenu un symbole embarrassant de complicité adulte et de maltraitance d'enfants. Ces tentatives de contrôle des dommages n'ont fait qu'aggraver les choses. Il a publié des excuses décousues sur la page Facebook de l'entreprise qui a réussi d'une manière ou d'une autre à me blâmer pour avoir créé un drame familial, tout en affirmant qu'il était vraiment désolé pour tout malentendu. Le message a reçu plus de 800 commentaires en colère avant qu'il ne le supprime, mais des captures d'écran avaient déjà été partagées sur plusieurs plateformes. La situation de Camille était encore plus complexe parce que ses enfants fréquentaient la prestigieuse Meadowbrook Academy, où de nombreux parents payaient des frais de scolarité considérables, précisément en raison de l'accent mis par l'école sur le développement du caractère et les politiques anti-intimidation. Lorsque la nouvelle s'est répandue qu'un de leurs parents avait ri en regardant un enfant être agressé, la communauté des parents a éclaté. Cela a commencé par des conversations chuchotées au moment du ramassage, mais a rapidement dégénéré en plainte formelle déposée auprès de l'administration de l'école. Les parents ont exigé que Jake et Sophie soient retirés de l'école, arguant que le comportement de leur mère violait les normes de conduite familiale énoncées dans l'accord d'inscription. La situation a atteint un point de rupture lors d'une réunion houleuse de l'association parents-enseignants environ 6 semaines après l'incident. J'ai appris l'existence de cette réunion grâce à mon amie Rachel, dont la fille fréquentait également Meadowbrook. C'était brutal, m'a dit Rachel en prenant un café. Parents après parents s'est levé pour parler de la façon dont ils ne pouvaient pas faire confiance à leurs enfants autour d'une famille qui avait fait preuve d'un mépris aussi insensible pour la sécurité des enfants. Certains pleuraient, parlant de la façon dont la vidéo avait déclenché leur propre traumatisme infantile. La directrice avait l'air de vouloir disparaître. L'école s'est retrouvée dans une position impossible. Bien que Jake et Sophie n'aient rien fait de mal, les actions de leur mère avaient créé un environnement toxique qui affectait d'autres familles. Plusieurs parents ont menacé de retirer leurs enfants si la famille Johnson restait inscrite. La solution que l'école a trouvée était créative mais dévastatrice pour Camille. Ils ont offert de permettre à Jake et Sophie de terminer le semestre, mais ont exigé que Camille signe un accord stipulant qu'elle n'aurait aucune participation dans les activités scolaires, qu'elle ne pourrait assister à aucun événement scolaire et qu'elle ne serait pas autorisée sur le campus, sauf en cas d'urgence. De plus, Vincent devrait être le seul point de contact pour toutes les questions liées à l'école. Pour une femme qui avait bâti son identité sur le fait d'être une mère impliquée et performante, ce fut un coup dur. Camille avait été maman de classe, trésorière de l'association parents-enseignants et chef du comité de collecte de fonds. Elle avait organisé des fêtes de classe élaborées et coordonné la foire de printemps annuelle. Soudain, elle était persona non grata à l'école de ses propres enfants. L'isolement social s'est étendu bien au-delà de l'école. Jake et Sophie se sont retrouvés non invités aux fêtes d'anniversaire et aux rendez-vous de jeu. Les parents qui avaient été amicaux avec Camille pendant des années ont commencé à traverser la rue pour l'éviter à l'épicerie. Le club de campagne où la famille était membre a reçu tellement de plaintes qu'ils ont discrètement suggéré à Camille de prendre une pause temporaire de l'utilisation des installations. Le cabinet comptable de Vincent était confronté à sa propre crise. Hartwell & Associates s'enorgueillissait de servir les entreprises familiales et avait bâti sa marque autour de la confiance et de l'intégrité. Lorsque les clients ont appris que l'un de leurs associés principaux était marié à quelqu'un qui avait participé à la maltraitance d'un enfant, la réputation du cabinet a subi un sérieux coup. Le premier client à partir a été Morrison's Family Restaurant, une chaîne locale qui était avec le cabinet depuis plus d'une décennie. Tom Morrison a clairement exposé ses raisons dans une lettre cinglante qu'il a également envoyée à la revue commerciale locale, a déclaré Hartwell. Hartwell & Associates a géré nos comptes pendant des années, et nous leur avons toujours fait implicitement confiance, a écrit Morrison. Cependant, des événements récents ont montré qu'au moins un de leurs partenaires manque du caractère moral que nous exigeons dans nos relations commerciales. Nous ne pouvons pas continuer à travailler avec un cabinet qui emploie quelqu'un marié à une personne qui a célébré la violence contre un enfant. D'autres clients ont suivi au cours des 2 mois suivants. La Children's Hospital Foundation a mis fin à son contrat, tout comme 3 églises locales et une garderie. La spécialisation du cabinet dans les entreprises familiales est devenue un passif lorsque les clients axés sur la famille ont décidé qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à quelqu'un qui tolérait la maltraitance d'enfants dans sa propre famille. Vincent s'est retrouvé effectivement mis en quarantaine au sein de son propre lieu de travail. Les collègues l'évitaient lors des réunions et il a été discrètement retiré des postes en contact avec les clients. L'associé directeur du cabinet, Richard Hartwell,
a clairement indiqué que l'avenir de Vincent au sein de l'entreprise était sérieusement compromis. Nous ne sommes pas seulement des comptables, a expliqué Hartwell au personnel lors d'une réunion d'urgence. Nous sommes des conseillers de confiance pour les familles et les entreprises. Cette confiance a été compromise, et nous devons décider comment aller de l'avant. L'écriture était sur le mur. Vincent pouvait soit démissionner volontairement, soit faire face à un licenciement pour conduite préjudiciable à la réputation du cabinet. Quoi qu'il en soit, sa carrière chez Hartwell & Associates était terminée. Pendant ce temps, ma cousine Lisa était confrontée à ses propres conséquences à l'organisme à but non lucratif où elle travaillait comme coordonnatrice du développement. Le Sunshine Children's Fund, qui collectait des fonds pour la recherche sur le cancer pédiatrique, ne pouvait pas se permettre d'avoir un employé associé à la maltraitance d'enfants. L'ironie de voir quelqu'un qui collectait des fonds pour aider les enfants malades participer à l'agression d'un enfant en bonne santé n'a pas échappé à leur conseil d'administration. Lisa a été mise en congé administratif en attendant une enquête, mais tout le monde savait que ce n'était qu'une mesure de façade avant son inévitable licenciement. Les principaux donateurs de l'organisation avaient déjà commencé à poser des questions sur son maintien en poste. Même la tante Margaret, qui avait semblé une participante si passive, s'est retrouvée confrontée à des conséquences. Elle travaillait à temps partiel à la section pour enfants de la bibliothèque locale, lisant des histoires et aidant aux activités artisanales. Les parents ont commencé à demander qu'elle ne travaille pas avec leurs enfants, et l'administration de la bibliothèque l'a discrètement réaffectée au bureau de référence pour adultes. La pression financière augmentait simultanément sur tous. L'entreprise de Bob perdait de l'argent à mesure que les contrats disparaissaient et que de nouveaux clients devenaient impossibles à trouver. La perte d'emploi imminente de Vincent signifiait que Camille devrait trouver du travail, mais sa réputation la rendait essentiellement inemployable dans leur petite ville. La situation de Gertrude était la plus désespérée. Les frais juridiques pour sa défense pénale étaient astronomiques, et son avocat avait clairement indiqué qu'un plaidoyer de culpabilité était sa meilleure option pour éviter une peine encore plus sévère. La poursuite civile se poursuivait de toute façon, et sa compagnie d'assurance habitation l'avait déjà informé qu'elle ne couvrirait pas les dommages résultant d'actes criminels intentionnels. Elle était confrontée à la perspective de perdre sa maison, qu'elle possédait en pleine propriété depuis 20 ans. Les frais juridiques à eux seuls la forçaient à liquider ses économies de retraite, et le jugement civil consumerait probablement tous les actifs restants. Mais peut-être que la conséquence la plus dévastatrice a été la destruction complète de leur unité familiale. Jake et Sophie avaient du mal à comprendre pourquoi leur mère était soudainement la personne la plus détestée de leur cercle social. Ils étaient passés de l'état d'enfants populaires et bien adaptés à celui de parias sociaux du jour au lendemain. Vincent a demandé le divorce dans les 6 semaines suivant l'agression, invoquant des différends irréconciliables et demandant la garde complète des enfants. Son avocat a soutenu que le comportement de Camille démontrait un manque de jugement fondamental qui la rendait inapte à l'éducation parentale sans supervision. L'évaluation de la garde a été particulièrement accablante. Le psychologue désigné par le tribunal a noté l'absence totale de remords de Camille pour ses actes et ses tentatives continues de minimiser son rôle dans la traumatisation d'un enfant. Pire encore, elle a essayé d'amener Jake et Sophie à minimiser ce dont ils avaient été témoins, ce que l'évaluateur a considéré comme une preuve de manipulation psychologique continue. Madame Johnson montre une tendance inquiétante à privilégier sa propre réputation au bien-être des enfants, a écrit le psychologue dans son rapport. Ces tentatives pour influencer le témoignage des enfants suggèrent qu'elle les considère comme des extensions d'elle-même plutôt que comme des individus méritant protection et honnêteté. La décision provisoire sur la garde a accordé à Vincent la garde physique principale, Camille ne recevant que des visites supervisées. Elle était tenue de suivre des consultations de gestion de la colère et de subir une évaluation psychologique avant d'être envisagée pour des moments sans supervision avec ses propres enfants. Regarder leur famille imploser en temps réel était à la fois satisfaisant et dégrisant. J'avais mis en branle ses conséquences, mais elle échappait de loin à ce que j'avais initialement prévu. L'indignation de la communauté avait pris sa propre vie, créant un niveau de destruction sociale qui dépassait tout ce que j'aurais pu orchestrer moi-même. Mais la véritable destruction se produisait en dehors du système juridique. La compagnie d'assurance de Gertrude a commencé son enquête immédiatement après que j'ai déposé la réclamation, mais le processus a pris plusieurs semaines. Initialement, ils ont couvert ses frais de défense juridique en attendant leur enquête. Cependant, une fois qu'ils ont déterminé que l'agression était un acte criminel intentionnel plutôt qu'un accident, ils ont envoyé une lettre de refus formelle indiquant qu'ils ne couvriraient aucun dommage lié à l'incident. Sans couverture, elle était personnellement responsable de tous les dommages civils, et il s'est avéré presque impossible de trouver une nouvelle compagnie d'assurance disposée à couvrir quelqu'un avec une affaire pénale active.
Sa réputation dans la communauté a été complètement détruite. On lui a demandé de démissionner de ses postes de bénévole à l'église et à la société historique locale. Vincent a perdu son emploi lorsque son cabinet a déterminé que la publicité négative affectait ses relations avec les clients. Plusieurs clients avaient spécifiquement demandé qu'il ne travaille pas sur leur compte après avoir appris son lien avec l'agression. Sans ces revenus, Camille et Vincent ont eu du mal à effectuer leurs paiements hypothécaires. L'entreprise de construction de l'oncle Bob a souffert à mesure que la nouvelle s'est répandue dans la communauté. Plusieurs contrats ont été annulés, et il est devenu de plus en plus difficile de trouver de nouveaux clients. Le bureau local des permis de construire a même commencé à examiner ses projets plus attentivement, apparemment motivé par la pression de la communauté. La campagne sur les médias sociaux avait pris sa propre vie. Les groupes de parents locaux ont organisé des boycotts de toute entreprise associée à la famille. Les enfants de Camille ont été discrètement exclus des fêtes d'anniversaire et des rendez-vous de jeux, car d'autres parents ont décidé qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants côtoient une famille qui s'était moquée de la maltraitance d'enfants. En l'espace de 6 semaines après l'agression, j'avais effectivement entamé le processus qui détruirait toute leur base sociale et financière. L'impact total prendrait des mois à se dérouler complètement. Mais le moment qui a vraiment fait ressortir ce que j'avais accompli est survenu lors d'une audience préliminaire pour l'affaire pénale de Gertrude 8 mois après l'agression. J'étais assise dans la salle d'audience avec Ruby, qui avait insisté pour venir affronter sa grand-mère au tribunal. Elle portait une couronne permanente sur sa dent réparée, bien que le dentiste nous ait averti qu'elle aurait besoin de travaux supplémentaires au fur et à mesure de sa croissance. Quand Gertrude a été amenée, portant une combinaison orange et des menottes, elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient gras et en désordre. Son maquillage était étalé, et elle avait le regard creux de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Elle a vu Ruby et moi dans la galerie et a essayé de marmonner quelque chose, des excuses peut-être, ou une demande de pardon. Mais Ruby l'a juste regardé avec ses yeux sages et sérieux et a secoué la tête lentement. « Je ne te pardonne pas, grand-maman » a dit Ruby doucement, mais assez fort pour que Gertrude l'entende. « Tu m'as blessé, et tu m'as fait peur, et tu as fait que tous les autres me blessent aussi. Maman dit que le pardon est important, mais pas avant que les gens soient vraiment désolés et essaient d'améliorer les choses. » Gertrude a commencé à pleurer alors, des sanglots laids et désespérés qui ont résonné dans toute la salle d'audience. Mais je n'ai rien ressenti, aucune sympathie, aucun regret, aucune satisfaction, juste une froide certitude que j'avais fait exactement ce qu'il fallait faire. Les affaires pénales se sont déroulées comme prévu au cours des mois suivants. Gertrude a plaidé coupable pour éviter un procès, recevant 18 mois de prison et 5 ans de probation. Elle a également été tenue de verser une indemnisation complète pour les frais médicaux de Ruby et de suivre une thérapie obligatoire pour la gestion de la colère et la toxicomanie. Camille a reçu une probation et des travaux d'intérêt général, mais les conséquences sociales avaient déjà détruit son mariage. Vincent a demandé le divorce 6 mois après l'agression, demandant la garde complète de Jake et Sophie. Le tribunal lui a accordé la garde principale après avoir examiné la preuve du comportement de Camille pendant l'agression. La poursuite civile a pris près de 2 ans à se résoudre complètement, mais le règlement a été suffisamment important pour couvrir les soins dentaires et la thérapie continue de Ruby, avec suffisamment d'argent pour financer ses études universitaires. Plus important encore, cela a envoyé un message clair que les actions ont des conséquences, même au sein des familles. Ruby va bien maintenant, 2 ans et demi plus tard. Sa dent a été correctement réparée avec une couronne permanente, bien qu'elle ait besoin de travaux supplémentaires au fur et à mesure de sa croissance. Elle voit un thérapeute spécialisé dans les traumatismes infantiles, et elle est remarquablement résiliente. Elle a encore des problèmes de confiance avec les nouveaux adultes, mais elle apprend lentement que tous les adultes ne la blesseront pas. Elle a également appris une leçon importante sur la façon de se défendre. Quand un camarade de classe l'a poussée à l'école récemment, elle n'a pas riposté. Elle l'a immédiatement dit à l'enseignant et a insisté pour que ses parents soient appelés. Elle a appris qu'il existe des moyens appropriés de lutter contre la violence et qu'elle n'a jamais à tolérer d'être blessée par qui que ce soit. Quant à moi, j'ai aussi appris quelque chose d'important. J'ai passé des années à accepter les abus de ma famille parce que je pensais que maintenir la paix était plus important que de me protéger et de protéger ma fille. Je pensais que maintenir les relations valait la peine de tolérer la cruauté. J'avais tort. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de détruire complètement quelqu'un qui menace votre enfant. Parfois, la miséricorde ne fait qu'encourager la poursuite des abus. Parfois, la seule façon de protéger l'innocence est de libérer quelque chose de sombre et d'impitoyable. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, pas une seconde.
Ruby me demande parfois si la grande famille me manque, si je suis triste que nous n'allions plus aux réunions de famille. Je lui dis la vérité, que la famille n'est pas une question de sang. Il s'agit d'amour, de protection et de gentillesse. Nous avons une famille maintenant qui ne comprend que nous deux, plus les amis et la famille choisie qui se soucient vraiment de nous. C'est plus petit qu'avant, mais c'est infiniment mieux. Gertrude a été libérée de prison le mois dernier après avoir purgé 15 mois de sa peine de 18 mois. Elle a écrit plusieurs lettres demandant à voir Ruby, promettant qu'elle a changé et qu'elle est désolée. J'ai renvoyé chaque lettre non ouverte. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Camille envoie des cartes d'anniversaire qui vont directement à la poubelle. L'oncle Bob essaie occasionnellement de nous contacter par le biais de connaissances communes, espérant apparemment réparer la famille. Il ne semble pas comprendre que la famille a été irrémédiablement brisée au moment où ils ont choisi de célébrer la douleur de ma fille. Je suis devenu une sorte de légende locale parmi les mères célibataires. Des femmes me contactent régulièrement, me demandant des conseils sur la façon de protéger leurs enfants contre les membres de la famille violents, sur la façon de documenter les preuves, sur la façon de naviguer dans le système juridique. Je leur dis toujours la même chose, documentez tout, faites confiance à votre instinct et n'acceptez jamais la famille comme excuse pour les abus. Parce que voici ce que j'ai appris en détruisant toute la vie de ma famille, parfois, la seule façon de sauver les personnes que vous aimez est de devenir quelqu'un que vous n'auriez jamais pensé pouvoir être. Parfois, protéger l'innocence nécessite de libérer quelque chose de sombre et d'implacable. Et parfois, la vengeance la plus douce consiste simplement à permettre aux conséquences de se produire naturellement, puis à regarder d'une distance de sécurité alors que les propres actions de quelqu'un détruisent tout ce qu'il a construit. Ruby est en sécurité maintenant. Elle est heureuse. Elle est aimée, et elle sait avec une certitude absolue que je la protégerai toujours, quoi qu'il m'en coûte. Cela vaut plus que toute relation familiale, toute connexion sociale, tout montant d'argent ou de réputation. Ils pensaient qu'ils pouvaient blesser mon enfant et ne pas subir de conséquences. Ils ont appris le contraire. Et s'ils la menacent à nouveau, ils découvriront que ce que j'ai fait avant était de la miséricorde comparé à ce dont je suis capable maintenant.